Tu ne peux même pas te payer une voiture, alors ferme ta maudite gueule, a ricané mon père pendant la réunion de famille. Juste à ce moment-là, l'hélicoptère a atterri sur la pelouse. J'ai souri. Mon transport est là. Mon père s'est figé. Maman s'est évanouie. Je m'appelle Sophie Dubois et j'ai 27 ans. Si vous me demandiez de décrire ma vie, je ne vous donnerai pas un curriculum vitae. Je vous donnerai une chanson, une ballade jazz lente et lancinante avec des éclairs de clarté soudaine et des notes que seul moi semble comprendre. Je vis à Lyon, où la pluie tombe presque tous les jours et où l'air sent le café et les pains humides. Mon monde est petit, un appartement d'une chambre au-dessus d'une librairie, une guitare appuyée contre le mur, et des partitions éparpillées sur la table de la cuisine. Ma famille me traite de rêveuse. Ils le pensent comme une insulte. Ma sœur est avocate à Bordeaux. Mon frère programme à Sophia Antipolis. Mes parents sont fiers d'eux. Et moi? J'écris des chansons que personne dans ma famille n'écoute, à l'exception de 2 personnes, mes grands-parents. Ce sont les seuls qui aient jamais cru en moi. J'ai grandi du côté pluvieux de Lyon, dans une modeste maison à 2 étages avec une peinture bleue écaillée et un porche qui grinçait quand on marchait sur la mauvaise planche. Le jardin était un enchevêtrement de ronces de murs. Et les soirs d'été, je m'asseyais sous le vieux cèdre à écouter la trompette de mon grand-père flotter par la fenêtre ouverte. Papy Antoine n'était pas célèbre. Il avait joué dans des bars enfumés de Paris dans les années 70 avant de s'installer ici avec ma grand-mère Hélène, une infirmière retraitée qui sentait encore légèrement le savon à la lavande. Ce n'étaient pas des gens tapas à accent grave-l'œil, mais ils avaient une magie tranquille. Les mains de Papy Antoine étaient rugueuses après des années à tenir sa trompette, et chaque fois qu'il jouait, l'air semblait plus chaud, même en hiver. J'avais 8 ans quand j'ai écrit ma première mélodie. Ce n'était pas grand-chose, juste une poignée de notes maladroites que j'avais griffonnées au dos de mon devoir de maths. Mais papy l'a traité comme un chef-d'œuvre. Sophie, m'a-t-il dit, la musique n'est pas seulement quelque chose que l'on entend. C'est quelque chose que l'on porte. Si tu la gardes près de toi, elle te portera en retour. Mes parents n'ont jamais compris cela. Papa gérait une entreprise de fourniture de bois. Maman enseignait la chimie au lycée local. Pour eux, le succès se trouvait dans les feuilles de calcul et les diplômes, pas dans des chansons que personne n'avait demandées. Ma sœur aînée, Valérie, était leur enfant d'or, capitaine de l'équipe de débat, élève avec mention, promise au droit avant même de pouvoir conduire. Mon frère cadet, Étienne, était le prodige en devenir, programmant sa première application à 12 ans et décrochant des stages d'été à Sophia Antipolis avant l'université. Et puis il y avait moi, la créative. L'étiquette semblait gentille, mais elle était toujours suivie d'un soupir. Les conversations au dîner étaient des compétitions que je ne pouvais jamais gagner. Valérie parlait de procès fictifs et de bourse. Étienne discutait d'algorithmes et de projets de robotique. Les visages de mes parents s'illuminaient de fierté, hochant la tête à chaque accomplissement. Puis ils se tournaient vers moi et je leur disais que je travaillais sur une nouvelle chanson inspirée par la pluie glissant sur la fenêtre de ma chambre. Le silence qui suivait était assourdissant. Parfois, papa disait, « C'est bien, Sophie. Mets tes notes ?» D'autres fois, maman serrait les lèvres comme si elle retenait la question qu'elle voulait vraiment poser, « Quand vas-tu te prendre au sérieux ?» Ce n'était pas qu'il ne m'aimait pas. Il ne voyait tout simplement pas la musique comme un avenir, mais plutôt comme une phase dont je finirais par me lasser. Mais papy et mamie me voyaient différemment. Ils me laissaient rester les week-ends et papy sortait ses vieux disques, Miles Davis, Chet Baker, Ella Fitzgerald. Nous nous asseyions dans le salon, la platine crépitant, et il m'apprenait à entendre les silences entre les notes. Rétrospectivement, je réalisais que ces nuits étaient ma véritable éducation. Pas en gamme ou en théorie, mais en permission. Permission de rêver dans une famille qui préférait les lignes droites à l'improvisation. Au moment où j'ai eu 18 ans, la pression dans ma maison était un bourdonnement constant, comme le bruit des néons que l'on ne peut pas éteindre. Des brochures universitaires ont commencé à s'empiler sur le comptoir de la cuisine, programme d'ingénierie, école de commerce, même un dossier de la filière de droit de l'université de Lyon, que Valérie m'avait envoyé au cas où. Je souriais poliment, prenais les dépliants pour ma chambre et les glissais au fond du tiroir de mon bureau. Ce que je ne disais à personne, c'est que j'avais déjà pris ma décision. L'idée de m'asseoir dans des amphithéâtres, à mémoriser des formules qui ne m'intéressaient pas, me semblait enfermer mon cœur dans une boîte hermétiquement close. La musique n'était pas seulement ce que j'aimais.
C'était la seule chose qui avait un sens pour moi. J'écrivais des chansons tard dans la nuit, les doigts endoloris, mes cahiers se remplissant de couplets et de progressions d'accords. Certains matins, je me réveillais avec de nouvelles mélodies encore en écho dans ma tête, comme si elles m'attendaient dans mes rêves. Le moment est venu un dimanche matin au petit déjeuner. Maman avait fait des crêpes. L'air sentait le café et mes parents étaient d'humeur inhabituellement bonne. Valérie rendait visite depuis Bordeaux, parlant d'une affaire que son cabinet venait de gagner. Étienne faisait défiler quelque chose sur son ordinateur portable, probablement du code. J'ai pris une inspiration et je l'ai dit, je n'irai pas à la fac. La pièce devint silencieuse. Papa posa sa tasse. Quoi? Je vais me concentrer sur ma musique. Je trouverai un travail à temps partiel pour payer mon loyer, mais je ne postulerai à aucune école. Ma voix tremblait, mais je me suis forcé à croiser leurs regards. Maman cligna 2 fois des yeux, comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. Sophie, sois sérieuse. Tu ne peux pas gagner ta vie en jouant des chansons dans ta chambre. Il te faut un diplôme. Je ne veux pas de diplôme. Je veux une carrière dans la musique. Valérie se renversa sur sa chaise, croisant les bras. Sophie, je te le dis en tant que ta sœur. J'ai vu des gens courir après l'art et finir fauchés, vivant chez leurs parents à 30 ans. Tu es trop intelligente pour jeter ton avenir. Étienne n'a rien dit. Il a continué à taper, mais je sentais qu'il écoutait. La voix de papa s'éleva, si tu sautes la fac, tu commets la pire erreur de ta vie. Et si tu penses pouvoir vivre ici pendant que tu te débrouilles, réfléchis-y à 2 fois. Ce n'est pas un repas gratuit. C'était ça. La ligne tirée dans le sable. 2 semaines plus tard, je suis parti. J'ai fait mes bagages avec ma guitare, un sac de voyage de vêtements, et les 380 € que j'avais économisés en babysitting et un été à travailler au marché fermier. J'ai loué un petit studio au-dessus d'une librairie en centre-ville. Les planchers grinçaient, le chauffage faisait du bruit, et la seule vue était un mur de briques, mais c'était à moi. Pendant la journée, je servais des tables dans un café. La nuit, j'écrivais de la musique jusqu'à ce que mes doigts soient en crampes. Pas d'applaudissements, pas de contrat de disque, juste moi et les chansons. Et pour la première fois, malgré toute l'incertitude, je me sentais libre. Les 2 premières années seules furent un flou d'épuisement et de nouilles instantanées. Mon appartement sentait en permanence le café brûlé de l'établissement en dessous. Le loyer prenait presque tout ce que je gagnais en servant les tables, et le reste allait aux cordes de guitare, à un équipement d'enregistrement bon marché, et à l'occasion à un sac de courses qui n'était ni des pâtes ni du beurre de cacahuètes. La plupart des nuits après les coups de fermeture, je montais les escaliers étroits jusqu'à mon studio, je retirais mes chaussures et je m'asseyais en tailleur sur le sol avec ma guitare. Le lampadaire devant ma fenêtre clignotait comme un battement de cœur, et je jouais jusqu'à ce que ma voix soit éteinte. Parfois, j'enregistrais des démos sur mon vieil ordinateur portable, mais la plupart de ces fichiers n'ont jamais vu le jour. Je me disais, la prochaine sera meilleure. Mes parents appelaient souvent, ou plutôt, ma mère le faisait. Les conversations étaient toujours les mêmes, Sophie, tu manges bien? Tu fais toujours ton truc de musique? Oui, maman. Tu pourrais rentrer, suivre quelques cours. Non, maman. Les appels de papa étaient plus courts, tu as trouvé un vrai travail? Même Étienne, qui donnait rarement son avis, m'a envoyé un SMS une fois, tu es assez intelligente pour faire autre chose, tu sais. Les seules voix qui n'essayaient pas de me faire dévier de ma route étaient celles de mes grands-parents. Papy appelait de leur ligne fixe, sa voix crépitant de statique, tu es sur la bonne route, Sophie. Les routes comme celle-ci ne sont jamais pavées. Mamie m'envoyait des colis, des grains de café, des biscuits à l'avoine, parfois 20 € glissés entre les pages d'un livre de poche. Puis, une nuit froide de janvier, tout a changé. Je rentrais du travail, mon souffle visible dans l'air glacial, quand mon téléphone a vibré. C'était mamie. Sa voix tremblait. Sophie, c'est ton grand-père. Il a fait une crise cardiaque. Il l'emmène à Saint-Joseph-Hôpital. Je n'ai même pas fermé la porte de mon appartement. J'ai couru à l'arrêt de bus, le cœur battant si fort qu'il couvrait tout le reste. Au moment où j'ai atteint l'hôpital, mamie était assise seule dans la salle d'attente. Ses yeux me lisaient. Les mots du médecin furent courts. Impitoyable. Il n'a pas survécu.
L'enterrement fut petit, célébré dans une église aux bancs grinçants et aux vitraux. J'ai joué un hymne simple à la guitare, mais mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le Mediator. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement et j'ai sorti mon cahier. J'ai commencé à écrire sans réfléchir, versant chaque souvenir de papy dans la mélodie. Le son de sa trompette les nuits de pluie, l'odeur de son après-rasage, la chaleur de son rire. Je l'ai appelé trompette sous la pluie. J'ai posté un enregistrement brut en ligne, sans rien attendre. Une semaine plus tard, ma boîte de réception a explosé. Des musiciens voulaient collaborer. Une chanteuse indépendante de Bordeaux a demandé à l'enregistrer. Et quand la chanson est sortie sur son album, quelque chose de fou s'est produit. Les gens ont écouté, beaucoup de gens. Pour la première fois, des inconnus chantaient mes paroles en retour. Trompette sous la pluie n'a pas seulement ouvert une porte, elle a fait sauter les gonds. La version de la chanteuse indépendante a commencé à apparaître sur des playlists que je ne connaissais même pas. Je débarrassais les tables au café quand le téléphone d'un client sonnait et que ma chanson flottait en arrière-plan. La première fois que c'est arrivé, je me suis figé, l'assiette en main suspendue en l'air. En un mois, un petit label m'a contacté pour savoir si j'écrirais pour l'un de leurs nouveaux artistes. Le salaire était supérieur à ce que je gagnais en 2 mois au café. J'ai dit oui et j'ai enchaîné 3 nuits blanches pour livrer le morceau. Quand il est sorti, il a discrètement accumulé des centaines de milliers d'écoutes. Le travail a entraîné d'autres opportunités. Des groupes d'Austin remplacés par Lille, des duos folk de Denver remplacés par Nantes, des chanteuses pop de Los Angeles remplacées par Marseille, ma boîte de réception est devenue un patchwork d'accents et de fuseaux horaires. Il ne voulait pas de Sophie Dubois. Il voulait Roxane Brume, le pseudonyme que j'avais choisi en hommage discret à mon grand-père et à cette première chanson. Pourquoi le secret? Au début, c'était la peur. Je ne voulais pas que ma famille le sache, de peur qu'il hausse simplement les épaules ou appelle ça de la chance. Plus tard, c'est devenu un bouclier. Moins ils en savaient, moins ils pouvaient critiquer. J'ai appris à négocier des contrats grâce à des tutoriels YouTube et des recherches Google tardives. J'ai bâti un réseau de musiciens de session, de producteurs, et même un avocat que je payais à l'email. J'ai arrêté de mesurer ma valeur en pourboire et j'ai commencé à la suivre en redevance. Après 3 ans, mon compte en banque a franchi les 6 chiffres. Au bout de 5 ans, j'avais plus d'argent que je n'en avais jamais imaginé, plus de 8 chiffres en réalité. J'ai amélioré ma guitare, ma configuration d'enregistrement et mon appartement, mais seulement légèrement. Toujours une chambre, toujours au-dessus de la librairie. Si mes parents venaient me rendre visite, je voulais que cela ressemble à si je me débrouillais juste. La seule personne à qui j'ai laissé connaître la vérité était mamie. Je lui rendais visite chaque semaine, lui apportant des disques vinyles et des scones aux myrtilles. Elle s'asseyait dans son fauteuil à bascule, écoutant Ella Fitzgerald ou Chet Baker, ses yeux brillants. « Tu as réussi, Sophie, disait-elle. Ton grand-père serait fier. » Mais même ses visites ont commencé à changer. Elle oubliait quel disque jouait, me posait la même question 3 fois en 1 heure. Le jour où elle m'a appelé Hélène, son propre prénom, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le diagnostic est tombé 1 mois plus tard, Alzheimer à un stade précoce. Cette nuit-là, assise à mon bureau, les lumières de la ville se brouillant dans mes yeux, je me suis fait une promesse. Je ne la laisserai pas s'effacer dans une chambre stérile sous les soins d'étrangers. Elle méritait la musique, la chaleur, le genre de vie qu'elle m'avait donné pendant ses week-ends avec papy. Je ne savais pas encore exactement comment, mais je savais que ce serait quelque chose de grand. L'idée m'est venue une nuit alors que j'écoutais Kind of Blue dans le noir, le bourdonnement de mon ampli remplissant les espaces entre les lignes de trompette. Je pensais à mamie dans sa petite maison, la même où elle vivait depuis 40 ans avec ses escaliers raides, sa cuisine en désordre, et personne là après le crépuscule. Je pouvais déjà voir les prochaines années si je ne faisais rien. Sa mémoire s'effaçant davantage, les petites erreurs se transformant en erreurs dangereuses. Je me souvenais comment elle avait laissé le four allumé tout un après-midi. Ça n'allait pas s'améliorer, alors j'ai décidé de l'améliorer moi-même. D'abord, la maison. J'ai appelé Claire, mon assistante, confidente et magicienne à temps partiel, et je lui ai dit de commencer à chercher une propriété en dehors de la ville. Je voulais de l'espace, de la lumière, des jardins, quelque chose de calme, avec une vue qui pourrait changer avec les saisons. Il fallait que cela ressemble à un foyer dès qu'on y mettait le pied,
mais il fallait aussi que ce soit sûr. Pas d'escalier sans rampe, des portes larges pour un accès facile, une salle de bain qui ne serait pas un danger. Après 3 semaines à visiter des coquilles surévaluées et des manoirs sans âme, nous l'avons trouvé. Un domaine délabré de 3 étages à Westlin remplacé par Vénissieux, construit dans les années 1920. Le toit était de tuiles rouges profonds, les murs en stuc crème, le jardin plein de roses emmêlées et d'érables imposants. Elle avait besoin d'amour, mais je pouvais voir le résultat final dans mon esprit. La salle de musique avec un piano à queue. Le salon tapissé des disques de papy. Le patio où mamie pourrait siroter son thé les matins ensoleillés. Je l'ai acheté content. Pas de prêt. La rénovation est devenue mon obsession. J'ai embauché un architecte qui avait travaillé sur des maisons historiques, des designers d'intérieur qui comprenaient à la fois l'élégance et la praticité. Nous avons construit un ascenseur pour que mamie n'ait pas à monter les escaliers. Sa chambre avait de larges fenêtres donnant sur le jardin, un fauteuil de lecture matelassé dans le coin, et une étagère remplie de ses romans préférés, même si elle pouvait oublier de les avoir lus. Mais il y avait une autre idée, une qui était logée au fond de mon esprit depuis que j'avais 22 ans. Pour mon anniversaire cette année-là, j'avais fait une folie avec un tour d'hélicoptère au-dessus des gorges de la Columbia. La vue m'avait stupéfié. L'eau comme du verre, les montagnes s'élevant comme des gardiennes, les nuages déversant par-dessus les crêtes. Je suis rentré et j'ai écrit une chanson ce soir-là. Si ce genre de vue pouvait m'inspirer, peut-être que cela pourrait réveiller quelque chose chez mamie, même pour un instant. Alors, j'ai appelé une compagnie d'aviation et j'ai acheté un élégant Bell 407 noir. De la place pour moi, mamie et une infirmière. J'ai pris des leçons, mais je volerai toujours avec un pilote professionnel. Chaque partie du plan a été exécutée en secret. Pas un mot à mes parents, pas un indice à Valérie ou Étienne. Ils n'auraient pas compris. Ils le sauraient le moment venu. Et quand ils le sauraient, ils ne me verraient plus jamais de la même manière. L'appel est arrivé un jeudi soir alors que j'examinais des échantillons de peinture pour la salle de musique. C'était maman. Sa voix était brève. Le genre qu'elle adopte quand elle essaie de paraître calme mais ne l'est pas. Sophie, nous devons avoir une réunion de famille ce week-end. C'est à propos de ta grand-mère. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce qui se passe? Nous en parlerons en personne. Elle a raccroché avant que je puisse insister. Samedi, j'ai conduit ma vieille Subaru chez mes parents à Biverton. L'automne s'était installé, le genre d'air froid et humide qui sent le cèdre et les feuilles mouillées. Je suis entré et j'ai trouvé la scène habituelle. Papa dans son fauteuil avec le journal. Valérie dans un blazer ajusté comme si elle sortait d'une salle d'audience. Étienne rivé à son téléphone. Mamie assise tranquillement dans un coin, les mains croisées sur ses genoux, fixant le tapis. Nous avons commencé par des banalités, ou plutôt, il parlait et j'écoutais. Puis maman s'éclaircit la gorge. C'est à propos de mamie, ses souvenirs s'échappent plus vite. La semaine dernière, elle a laissé la cuisinière allumée toute la nuit. Nous ne pouvons plus risquer qu'elle vive seule. J'ai hoché lentement la tête. Je suis d'accord. Elle ne devrait pas être seule. Ce qui est la raison pour laquelle papa m'a interrompu. Nous avons trouvé une maison de retraite à Hillsborough remplacée par vie urbaine. Propre, moderne, abordable. Nous partagerons les frais. Valérie a acquiescé sans hésiter. C'est la meilleure option. Je n'ai pas le temps de faire des allers-retours depuis Bordeaux. Étienne a haussé les épaules. Pareil pour moi. Je suis à San José remplacé par Toulouse. Ce n'est pas pratique pour moi d'aider. Il continuait de parler comme si mamie n'était pas dans la pièce. Elle continuait de fixer le tapis, les jointures blanches. J'ai pris une profonde inspiration. Elle ne veut pas d'une maison de retraite. Elle veut rester avec sa famille. Je peux m'occuper d'elle. Papa a eu un petit rire sans joie. Toi, Sophie, tu peux à peine prendre soin de toi. Avec quoi paierais-tu ces soins? Les pourboires du café. Valérie a ricané. C'est sérieux. Tu ne peux pas juste jouer de la guitare à son chevet et appeler ça des soins. Étienne n'a pas ricané, mais sa voix était condescendante. Nous savons que tu l'aimes, mais soyons réalistes. Maman a soupiré, ses yeux s'adoucissant. Sophie, ma chérie, tu ne comprends pas à quel point c'est du travail. C'est un fardeau.
Les professionnels savent comment s'en occuper. Leurs paroles n'étaient pas que des rejets. C'étaient des échos de chaque fois qu'ils m'avaient dit que je n'étais pas assez. J'ai jeté un coup d'œil à mamie. Elle a croisé mon regard et pendant une fraction de seconde, j'ai vu la reconnaissance. Je me suis levé, ma voix était stable, mais mon pouce accélérait. Vous pouvez tous faire ce que vous voulez, mais je m'occupe d'elle. À ma façon. Papa a levé les yeux au ciel. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. J'ai attrapé mon téléphone, fait défiler jusqu'au numéro de Claire et j'ai appuyé sur appeler. Claire, prépare l'hélicoptère. Amène-le au champ près de la maison de mes parents. La pièce est devenue silencieuse. Puis ils ont ri. On réellement ri comme si je venais de raconter la chute d'une mauvaise blague. Ça allait. Dans quelques heures, ils ne riraient plus. Le vent d'octobre était assez vif pour piquer mes joues alors que je quittais la maison de mes parents. Mon cœur martelait dans ma poitrine, non pas à cause du froid, mais à cause de ce que j'étais sur le point de faire. Le champ n'était qu'à 3 pâtés de maison, un bout d'herbe usée où les enfants jouaient au football en été. Je me tenais là, les mains profondément dans les poches de ma veste, scrutant le ciel gris. Claire avait dit 20 minutes. De retour à la maison, je pouvais les voir à travers la fenêtre. Mes parents, Valérie et Étienne, se penchant l'un vers l'autre, démolissant sans doute mon grand plan. Laissez-les faire. Dans moins d'une heure, ils verraient exactement qui j'étais devenu. Le son est arrivé en premier, sourd et lointain, comme un roulement de tambour éloigné. Puis il s'est fait plus fort, un rugissement constant qui vibrait dans mes côtes. Des têtes se sont tournées le long de la rue. Un élégant Bell 407 noir a émergé au-dessus de la cime des arbres, le soleil étincelant sur sa carrosserie polie. Mon pouls a grimpé en flèche. L'hélicoptère a descendu gracieusement, le souffle des pales soulevant des feuilles dans un cyclone brun doré. Les enfants du quartier ont couru, leur voix s'élevant d'admiration, les patins ont touché terre, le moteur un tonnerre maîtrisé. Ma famille a déferlé de la maison, attirée par le bruit. Papa a été le premier, la mâchoire serrée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maman a serré son pull contre sa poitrine, les yeux écarquillés. Valérie s'est arrêtée à mi-chemin, son téléphone lui échappant des mains. Étienne s'est figé sur le trottoir, des écouteurs pendant autour de son cou. J'ai marché droit devant eux et suis rentré dans la maison pour chercher mamie. Elle était assoupie dans son fauteuil. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Mamie, c'est Sophie. Nous allons faire un petit tour. Ses yeux se sont ouverts. En voiture? J'ai souri. Mieux. L'infirmière que j'avais embauchée des semaines plus tôt sans rien dire à personne nous a rencontrés à la porte. Ensemble, nous avons aidé mamie à sortir. Au moment où elle a vu l'hélicoptère, ses lèvres se sont entr'ouvertes de surprise. Oh là là, Antoine aurait adoré ça. Je sais, ai-je dit, la gorge nouée. Nous l'avons installé à l'intérieur, casque sur les oreilles, les mains reposant doucement sur ses genoux. Je me suis tourné vers les autres. Maman, papa, vous venez. Valérie, Étienne, suivez-nous en voiture. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Ils ont hésité, mais la curiosité a pris le dessus sur la fierté. Mes parents sont montés, leurs expressions un mélange confus de scepticisme et d'incrédulité. La porte s'est refermée avec un tinc solide, le bruit des pales s'est accéléré, et puis nous nous sommes élevés, le champ rétrécissant sous nous, les maisons devenant de petits carrés bien rangés. Mamie a halté doucement, pointant la vallée du Rhône serpentant argentée à travers la ville. C'est magnifique, Sophie. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Les jointures de maman étaient blanches sur la ceinture de sécurité. Papa me lançait des regards furtifs comme s'il essayait toujours de comprendre à quel jeu je jouais. Où allons-nous? A-t-il finalement demandé par-dessus le casque. Vous verrez. Nous avons volé vers le sud, frôlant les forêts flamboyantes aux couleurs d'automne. Mamie a repéré les montagnes au loin, la neige recouvrant déjà les sommets. Pendant un instant, elle a semblé plus jeune, ses yeux plus clairs, son sourire sans souci. 20 minutes plus tard, nous avons viré à l'est et le domaine est apparu. Le manoir rénové brillait de crème contre le vert profond des jardins. Le toit de tuiles rouges luisait au soleil et les érables bordant l'allée se balançaient comme s'ils nous souhaitaient la bienvenue à la maison. Nous avons atterri dans le jardin, à côté d'un héliport fraîchement pavé. Le pilote a coupé le moteur et le silence soudain semblait presque irréel.
Étienne et Valérie sont arrivés quelques instants plus tard dans la Tesla impeccable de Valérie. Ils sont sortis, fixant la maison comme si elle avait été parachutée d'une autre planète. « À qui est cet endroit ?» a demandé Valérie, sa voix plus tranchante que le vent. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai aidé mamie à descendre de l'hélicoptère et je l'ai conduite à travers le jardin arrière. Des roses plantées pour correspondre à celles de son ancienne maison encadraient l'allée. L'odeur l'a frappée, et elle s'est arrêtée, fermant les yeux. Ça sent la maison. À l'intérieur, le bois poli du hall brillait. Un lustre projetait une lumière chaude sur les murs crème. Et dans le coin du salon, sur un support en noyer foncé, se trouvait la trompette de papy. Mamie l'a tendue de ses mains tremblantes. Celle de Thomas. J'ai hoché la tête. C'est ta maison maintenant, mamie. Notre maison. Silence. Puis la voix de papa, basse et lasse. Sophie, qu'est-ce que c'est que ça? Comment as-tu pu? Je me suis tourné pour leur faire face à tous. Depuis 6 ans, j'écris de la musique sous le nom de Roxane Brume. Trompette sous la pluie, c'était moi. Ainsi que des douzaines d'autres chansons que vous avez entendues à la radio, dans des publicités, des films. J'ai gagné plus de 25 millions d'euros en redevances et investissements. J'ai acheté cette maison, l'hélicoptère, le personnel, tout ça pour mamie. Leurs visages se sont figés, incrédulité. Choc. Quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Maman s'est couvert la bouche, les larmes aux yeux. Sophie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que vous n'avez jamais cru que je pouvais le faire. Je voulais que vous le voyiez, pas que vous l'entendiez dire. Papa s'est avancé, se frottant l'arrière du cou. J'ai eu tort sur tout. Valérie, pour une fois, n'avait pas de réplique. Tu as écrit Trompette sous la pluie, a-t-elle murmuré. Sophie, c'est magnifique. Les yeux d'Étienne étaient humides. J'écris aussi des chansons, moi aussi. Je ne l'ai juste jamais dit à personne. J'ai posé une main sur son épaule. Alors peut-être qu'il est temps de le faire. La voix de mamie a rompu le moment. Sophie, tu me rappelles tellement ton grand-père. Et c'est ainsi que j'ai su que chaque dispute, chaque nuit blanche en valait la peine. Les jours qui ont suivi la révélation ressemblaient à entrer dans un nouveau rythme, un rythme que j'écrivais dans ma tête depuis des années sans m'en rendre compte. Mamie s'est installée dans sa nouvelle maison comme si elle y avait toujours appartenu. Les matins étaient lents et doux. Thé sur le patio, lumière du soleil se déversant sur sa couverture, le léger son du jazz flottant depuis la salle de musique. Parfois, elle se souvenait de chaque note de ses chansons préférées. D'autres fois, elle oubliait où elle était, mais au moment où je commençais à jouer Trompette sous la pluie, ses yeux s'illuminaient et elle fredonnait doucement. Mes parents venaient plus souvent maintenant. Au début, ils venaient par culpabilité, apportant des fleurs et des pâtisseries comme des offrandes de paix. Mais au fil du temps, les visites ont cessé d'être des pénitences et ont recommencé à ressembler à de la famille. Papa s'asseyait dans le salon, feuilletant la vieille collection de vinyles de papy, me posant des questions sur mon processus d'écriture. Maman a commencé à m'aider dans la cuisine, coupant des légumes pendant que je travaillais sur des mélodies au comptoir. Valérie, toujours avocate, toujours précise, m'a le plus surprise. Elle a commencé à me demander conseil sur l'équilibre entre travail et vie privée, et une fois, elle a même admis être jalouse que j'ai eu le courage de poursuivre mon rêve alors qu'elle ne l'avait pas fait. Étienne a apporté sa guitare lors de sa deuxième visite, me jouant timidement quelques riffs originaux. Je ne le lui ai pas dit, mais j'ai reconnu l'étincelle dans ses yeux. Les promenades en hélicoptère sont devenues une tradition. Chaque dimanche, si le temps le permettait, nous emmenions mamie survoler le Rhône, les forêts, les montagnes. Parfois, elle parlait, d'autres fois elle se contentait de regarder par la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. J'aime à penser qu'elle stockait ces moments quelque part de plus profond que les souvenirs, quelque part où la maladie ne pouvait pas atteindre. Un soir, après que tout le monde soit parti, je me suis assise avec mamie dans la salle de musique. Le soleil s'était couché et la lumière du lustre se répandait sur le parquet poli. Elle a tendu la main vers moi. Sophie, a-t-elle dit doucement. Tu ne m'as pas seulement donné une maison. Tu m'as redonné ma vie. Ces mots sont restés avec moi longtemps après qu'elle soit allée se coucher. J'ai réalisé alors que la maison, l'hélicoptère, les millions d'euros, rien de tout cela n'était le vrai cadeau.
Le vrai cadeau était la conviction que j'avais portée depuis les jours sous ce cèdre avec papy, que la musique compte, que les rêves valent la peine qu'on se batte, et que les gens qui vous aiment vraiment finiront par accepter, même si cela prend du temps. Mon histoire n'était plus une question de prouver que ma famille avait tort. Il s'agissait de s'assurer que les dernières années de mamie soient pleines de beauté, de son et de lumière, de la même manière qu'elle et papy avaient rempli mon enfance. Alors que je fermais la porte de sa chambre cette nuit-là, j'ai aperçu la trompette qui brillait dans le coin, et j'ai su sans l'ombre d'un doute que la chanson n'était pas encore terminée.